je trouvais qu'il y avait des choses qui sont hyper utilisables en classe, puis par toutes sortes de profs, ou en tout cas, à tout le moins à visionner, parce que les francophonies minoritaires, on en parle Ouais. quand même. L'entretien que j'ai eu avec le réalisateur de Machine de rêve, Bruno Bouliane, comportait des segments inédits. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous les présenter. Bonne écoute. Tu parles de Ne touchez pas à mon église, tu parles d'un rêve américain. Ouais. On est plus du côté de l'histoire, avec un petit et un grand H, les deux à la fois, évidemment, je pense. Alors que, bon, la genèse de Machine de rêve par rapport au territoire, parce que moi, je me plais à dire que Machine de rêve, c'est un peu le troisième tableau d'un triptyque, en ayant tourné quelques scènes à l'île aux Oies avec Gilles et Marc Séguin, ensuite à l'île aux Oies, l'île aux Gueux avec Gilles pour L'Homme de l'île, et maintenant à Montmagny avec Machine de rêve. Mais à travers ces projets-là qui se sont échelonnés sur plusieurs années, ben, j'avais la chance soit de pouvoir pousser les projets personnels, et aussi les producteurs, certains producteurs connaissant, en voyant mon parcours et mon intérêt pour des sujets, mettons, territoriaux et historiques, m'ont approché. C'est le cas avec des projets déjà entamés. C'est le cas d'un rêve américain avec Damien Robitaille, qui est une idée de Claude Godbout, un producteur cinéaste important dans l'histoire du cinéma. D'ailleurs, Claude était un des coproducteurs du film Les Ordres de Michel Beau sur la crise d'octobre. Et aussi était comédien dans Le chat dans le sac de Gilles Gault. C'était lui le francophone qui se posait des questions en tant que Canadien-Français au début des années 60. Un très beau film. Alors, Claude Godbout, donc, m'approche en 2011. On fait un documentaire sur l'aventure de l'immigration des Canadiens-Français aux États-Unis. Mais avec l'intérêt d'aller au-delà de ce qui a quand même été traité de différentes façons, c'est-à-dire que reste-t-il du français en Nouvelle-Angleterre? Bon, il y en existe un peu, mais pas beaucoup. Mais l'idée étant de montrer qu'encore aujourd'hui, et partout à la grandeur des États-Unis, pas seulement en Nouvelle-Angleterre, mais à plein d'endroits aux États-Unis, même les plus insoupçonnés, Oregon, Wyoming, Californie, il reste des traces culturelles, linguistiques dans la toponymie, oui, mais culturelles de la présence canadienne, française et québécoise aux États-Unis. Tu sais, on dit selon les sources demandées, il y a des controverses un peu autour de ça, mais si on se positionne entre 12 et 15 millions, il y aurait entre 12 et 15 millions de descendants canadiens-français aux États-Unis aujourd'hui. C'est pas rien. Donc, on est parti avec Damien Robitaille. En fait, moi, je suis arrivé dans le projet relativement tôt. Il y avait une scénarisation de fait, il y avait une recherche de base assez solide de fait, mais on cherchait un porteur de projet. On voulait faire un road movie documentaire assez rapidement, ça s'est imposé comme un road movie documentaire. Donc, on voulait quelqu'un qui aille à la rencontre des gens sur le terrain. Donc, on a choisi Damien Robitaille parce que Damien il animait des trucs à la radio à ce moment-là. Ses disques marchaient bien, puis on sentait qu'il y avait un contact facile avec les gens. Je ne voulais pas un spécialiste, je ne voulais pas un historien, je voulais quelqu'un qui gardait une certaine fraîcheur par rapport aux rencontres qu'il allait faire. Oui, c'est documenté un petit peu, mais Damien ayant grandi donc en Ontario, Penetanguishene, entre autres, donc des poches de résistance, si je peux dire, francophones en Ontario. Pardon. Ayant grandi donc en milieu francophone minoritaire, ayant failli perdre sa culture francophone. Et lui, c'est intéressant, il est revenu au français puis à la culture francophone par la musique, par la composition de chansons. Puis ensuite, il s'est installé au Québec. Donc, il y avait cette conscience-là, cette sensibilité-là. Donc, on est parti sur le terrain avec lui. Bon, oui, on fait quand même nos devoirs, c'est-à-dire qu'on passe par la Nouvelle-Angleterre, on explique les différents phénomènes historiques qui ont expliqué que, entre autres, pendant presque 100 ans, oui, pour des raisons économiques, d'abord, les Canadiens français immigraient beaucoup aux États-Unis, mais que la frontière, surtout la frontière entre la Beauce puis les États-Unis, était très poreuse. Les gens partaient pour quelques mois, ils revenaient, ils faisaient un coup d'argent, ils revenaient au Québec, mais parce que l'économie ne marchait pas ici, parce que les terres étaient de moins en moins disponibles pour l'agriculture, ben, comme on sait, il y a des petits Canada qui se sont créés en Nouvelle-Angleterre, Lowell, tout ça, la patrie de Kerouac, entre autres. Mais ce qu'on découvre qu'on a découvert dans le film, qu'on voulait aussi, avec la recherche, qu'on voulait faire transparaître dans le film, c'est qu'ils ne sont pas allés juste là. Il y a toute la région des Grands Lacs, le Michigan, en descendant, il y a beaucoup, beaucoup de bûcherons de la Gatineau qui allaient là, puis qui sont restés là, qui participaient donc à l'industrie forestière là-bas. Ensuite, ben, tous les coureurs des bois, quand la Nouvelle-France est devenue anglophone, puis quand les États-Unis sont devenus indépendants, ben, une des premières compagnies capitalistes qui a émergé dans le monde avant Rockefeller, c'était American Fur Company.
qui faisait le trafic des fourrures, et c'est le cas de le dire, excusez le pléonasme, mais bon, le commerce des fourrures, c'est un peu du trafic aussi par moment, partout dans l'ouest du Canada et dans l'ouest des États-Unis. Et qui est-ce qui engageait comme guide, comme interprète? Il engageait des Canadiens français qui étaient là depuis 50, 60 ans, qui avaient fondé des familles, qui parlaient anglais, français, plusieurs langues autochtones. Donc, et ces gens-là sont finis par rester là. Quand American Fur Company a fermé ses comptoirs, quand tout ça s'est écroulé à peu près à fin 18e, fin 19e, c'est-à-dire, ben, ils ont donné, les gens qui travaillaient là depuis des années, puis leurs petits-enfants, leurs enfants qui avaient pris relève, qui avaient marié des Autochtones du coin souvent, ben, ils pouvaient pas retourner au Québec, ce monde-là, ils connaissaient pas le Québec. Fait qu'ils ont donné des terres au Wyoming. Ce qui fait qu'au Wyoming, aujourd'hui, tu as des endroits de plein de gens de descendance québécoise et canadienne-française qui sont là depuis 150, 200 ans. Il y a plein, bon, la ruée de vers l'or dans le Yukon, on imite, là, les exemples sont nombreux. Tu sais. En Californie, à Los Angeles, il y a eu 2 maires québécois. Marcheseau, je me souviens bien, un certain Damien Marcheseau, Damien trouvait ça bien drôle. Damien Marcheseau, puis un autre. Fin 19e, là, ils ont été maires de certains secteurs de Los Angeles. Donc, cette histoire-là qu'on voulait rencontrer, et donc Damien rencontre souvent des descendantes de ces gens-là qui prennent conscience de leur histoire. Puis à la fin, on réserve une petite surprise à Damien. C'est pas un spoiling que je fais là, c'est pas du divulgachage, mais à la fin, on y avait pas dit. Il rencontre un descendant, un Robitaille. Ah oui, OK. Sur le mont Robidoux, à Los Angeles. Le mont Robidoux porte le nom d'un monsieur Robidoux qui avait développé ce coin-là, quelqu'un du Québec. Donc, c'est vraiment très intéressant. Historiquement, c'est assez intéressant. Oui, puis ce qu'on a fait aussi en Nouvelle-Angleterre, parce que oui, là, c'est assez connu, documenté, mais on est quand même allé filmer, oui, les anciennes filatures de coton et tout ça. Mais l'histoire qu'on entend souvent, qui est vraie, c'est l'exploitation des travailleurs, des ouvriers dans ces usines-là à l'époque, les enfants qui travaillent là-dedans. Mais il y a eu aussi excusez l'anglicisme, quelques success stories à l'américaine. On rencontre un type, j'oublie son prénom, mais son nom de famille, c'est Roy. Et lui, son père avait parti une business dans les années 10 ou 20, 30, puis ça a comme bien marché. Puis après ça, le fils a pris la relève. Ils ont été propriétaires d'usines de textiles. Ils n'étaient pas des ouvriers, ils étaient des propriétaires. Mais très, très fiers de leurs racines. Puis, parce que lui, il raconte dans le film que son père insistait pour garder son nom de famille Roy, parce qu'il y avait beaucoup... Bon, on le sait, c'est la force de l'assimilation puis du melting pot à l'états-unienne. C'est les gens changeaient beaucoup leur nom. Les Lévesques devenaient des Bishops, les White devenaient des Leblanc, les rois devenaient des kings, bon, etc., etc. Mais lui nous raconte dans le film, M. Roy dit, mon père à table, on est dans les années 60, là, 1960, 70, il disait à ses enfants commençaient à parler anglais entre eux autour de l'école, autour de la table parce qu'elle allait à l'école en anglais. Il a dit, give me the butter. Non, c'est pas le butter, c'est le beurre. Puis nous autres, on n'est pas des kings, on est des rois. Un roi, c'est un roi, it's not a king. Alors, on s'est amusé à aller raconter l'histoire d'un autre point de vue, un peu plus champ gauche avec un rêve américain. Et lui, un rêve américain, il est disponible, je pense, absolument sur demande qu'on dit là, sur la plateforme de la maison de production qui s'appelle Eureka. Eureka TV. Les films que je fais mènent souvent un autre film puis un autre film. C'est un peu ce qui est arrivé, évidemment, comme avec Machine de rêve. Dans le cas de Ne touchez pas à mon église, donc... le premier documentaire que j'ai fait donc à l'université s'appelait Un cirque sur le fleuve, les gens qui saluent les bateaux à coups d'hymnes nationaux et de pavillons, donc Delphis et Monique Duhamel, pour les nommer. Ben, on conclut le film avec un petit clin d'œil parce que, à un moment donné, en recherche, c'était des archivistes, là, les autres. Parce que les bateaux qui passaient, ils prenaient tout ça en note dans des bottins, puis à quel temps est-ce qu'ils sont passés, ils nous ont salués ou pas, puis de quel pays ils viennent, etc., etc. Mais l'hiver, il n'y avait plus rien à faire. C'était leur maison maintenant à temps plein. C'était plus juste leur chalet. Là, il n'y avait plus de circulation sur le fleuve. Le fleuve est égé. On fait quoi? Alors, c'était des gens assez religieux, assez pratiquants. Ils se sont mis à photographier les églises du Québec. Puis, photographier de toutes les régions. Il y allait une région, puis on photographiait les églises. Là, c'était une façon de... Bon, Delphis, c'est un peu placoteux. Il aime ça rencontrer du monde. Ben, il est décédé il y a 3-4 ans. Mais à l'époque, c'est ça. Il avait son appareil photo, puis il a rencontré, avec son épouse, il a rencontré les gens dans les églises. Et tout était classé sous diapositive, tout ça. Et quand le film se termine, donc le film Un cirque sur le fleuve, terminé en 1993, le film finit en disant, il me reste à peu près
1000 églises à photographier. Alors moi, je me suis toujours dit, j'aimerais ça faire un film avec eux sur les églises du Québec. Et donc, 20 ans plus tard ou presque, il y a toute la problématique qui est encore d'actualité aujourd'hui, mais qui l'était déjà il y a 10-15 ans. C'est qu'est-ce qu'on fait avec nos temples religieux au Québec? Il y en a plein qui sont pas capables d'entretenir, qui sont appelés à disparaître, à convertir en centre communautaire ou en condo, limite. Donc, Ouais. moi, c'est une problématique qui m'intéressait. J'ai étudié en architecture, donc et on le sait que dans le patrimoine, dans le paysage patrimonial et territorial du Québec, les églises sont très importantes comme marqueurs historiques et marqueurs géographiques, et marqueurs culturels, évidemment. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai proposé à l'ONF à l'époque euh, un documentaire sur qu'arrive-t-il du patrimoine religieux au Québec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, mais je voulais faire encore une fois un film. Je voulais pas faire un film de spécialiste parce que bon, ça existait, puis il y a des gens qui font un travail très important dans ce domaine. Donc, évidemment, j'ai consulté les sources et tout pour commencer mon travail, mais je voulais voir comment ça se passait sur le terrain des vaches avec le monde. Et je suis tombé sur quelques villages où les différentes générations, jeunes, vieux, pratiquants, non pratiquants, ont à cœur de garder leur église. Qu'est-ce qu'on fait avec notre église? Est-ce qu'on la désacralise ou est-ce qu'on la garde en pratique puis on la rend plus accessible à d'autres usages? Donc, j'ai tombé, entre autres, sur un village qui est devenu un village modèle au Québec pour les différents mouvements sociaux, économiques et environnementaux, qui s'appelle Saint-Camille, à peu près une demi-heure de Sherbrooke, le mouvement coopératif est très important. Ils ont sauvé le magasin général, ils ont sauvé l'école primaire, puis il y a plusieurs jeunes familles qui se sont installées là. Et ils avaient donc, au début des années, euh, 2000, non, excusez-moi, milieu des années 2000, 2005-2010, donc commencé à entreprendre des démarches pour sauver l'Église et peut-être la convertir éventuellement ou la transformer. Et je me suis aperçu assez rapidement qu'il y avait que cette réflexion-là était valable pour à peu près toutes les régions du Québec. Et en posant la question à Monique et Delphine Duhamel, avez-vous photographié l'église de Saint-Camille et les églises des cantons de l'Est, la région donc où il y avait plusieurs mouvements de réflexion par rapport à l'avenir de leur temple? Et le beau hasard a fait que non, on n'est pas encore allé là. Alors, ben, je me sers un peu, ils deviennent un peu notre guide dans le film. Ils partent donc, ils nous montrent leurs diapositives, leurs photos et tout, et puis ils partent sur quelques routes du Québec, dont les routes des cantons de l'Est, pour aller rencontrer les mouvements citoyens pour sauver ces églises-là. Très intéressant. Ceci dit, le film commence avec une église qui est, des gens de la région de Québec, je pense que c'est l'église Saint-Vincent-de-Paul, ou qui est dans la côte quand on descend à Québec, qui a été démolie. Donc oui, c'est 2012, ça, c'est celle de Saint-Vincent-de-Paul, oui. 2012, qui était supposément faire un projet de condo, puis le projet s'est jamais fait, c'est encore un terrain vague aujourd'hui. Donc, je l'ai vu récemment, je suis passé pas loin, il y a quelques mois, je suis passé, puis c'était encore un terrain vague, donc ça avait fait grand bruit à l'époque. Puis le film ouvre sur la démolition de cette église-là. Ce dont je suis content que ce film-là, c'est que c'est un film assez multigénérationnel, dans le sens que on voit les vieux, il y a certaines personnes, des aînés qui... Bon, il y en a un qui veut pas perdre son église, il est très touchant, d'ailleurs, Monsieur Larocque, il veut pas perdre son église, il est prêt à donner 1000 $ par année au conseil de fabrique pour sauver l'église. Puis tu as des jeunes qui s'installent, certains qui ont grandi dans la région, qui reviennent fonder une famille là. Bon, qui vont. Ils parlent de télétravail, ils parlent d'espaces communs, du théâtre, des activités culturelles qui pourraient se passer dans l'église. Donc, il y a toutes sortes de possibilités qui sont évoquées là-dedans. Donc, on parle d'histoire, de patrimoine. Puis oui, il y a des entrevues avec des gens qui s'y connaissent puis qui donnent des éléments factuels importants. Mais c'est une histoire qui est beaucoup racontée par les gens sur le terrain. C'est ça que je voulais faire avec ce film-là. Ensuite, il y a toute une série en lien avec la Poste, 1700 La Poste, qui se trouve être le 1700 La Poste, c'est un centre d'art qui n'existe plus maintenant, qui a été fermé l'an dernier, malheureusement, qui a existé pendant 10 ans au 1700 Notre-Dame-Ouest à Montréal, dans un ancien bureau de poste avec des colonnades néo-gothiques, qui a été rénové donc une dizaine d'années par un architecte qui est décédé maintenant, qui s'appelle Luc Laporte, qui est un architecte important dans l'histoire de l'architecture au Québec, qui a fait beaucoup de restaurants, de design urbain remarquables. Et donc, c'est Madame Isabelle de Mévius, une dame d'origine belge, une mécène qui a créé ce centre-là, qui, à chaque à chaque année, pendant 10 ans, donc, exposait des artistes en art visuel, des expositions solo ou des expositions en groupe avec des thématiques.
Une fois sur deux, il y avait un catalogue très impressionnant qui était disponible et produit en anglais et en français sur l'artiste en question. Moi, j'ai eu le plaisir de faire des capsules web sur les Ouais. artistes, mais aussi, c'était pas toujours le cas, mais j'ai fait 4 à 5 documentaires, portraits sur certains artistes. Le premier que j'ai fait pour eux en 2018 sur l'artiste peintre et céramiste Jean-Pierre Larocque, qui s'appelle Jean-Pierre Larocque, de Fusain et l'Argile. Ensuite, Oui, Julie j'ai vu ça. Ouellette, une dessinatrice peintre qui fait des choses très intéressantes, Les qui chemins s'appelle Les Chemins éphémères. éphémères, voilà. Ouais. Jannick Deslauriers qui exposait, il y avait une expo au Joliette l'an dernier qui travaille avec le tissu, le métal, qui brode le métal, la broche et la tulle. C'est assez incroyable ce que Jannick fait. Ça, c'est le dernier que j'ai fait pour eux autres, Jannick Deslauriers. Sur l'artiste aussi, photographe Raymond April, quelqu'un qui vient de Rivière-du-Loup, Kakuna, une artiste, photographe assez connue au Québec. Elle a déjà gagné le prix Paul-Émile Bourdieu, je pense, en art visuel il y a plusieurs années. Mais tout ça pour dire que là, c'était des portraits d'artistes, Ouais. mais on pouvait avoir un rapport à l'histoire. Dans ces films-là, il y a quand même par moments des rapports historiques à l'histoire, mais à l'histoire de l'art ou au parcours de ces artistes-là. J'ai été très privilégié de faire ces films-là. J'avais des contacts super avec les artistes. Vraiment, j'ai rencontré des gens intéressants, inspirants. Et ce qui est chouette, c'est que ces films-là sont disponibles gratuitement encore aujourd'hui sur le site web du 1700 La Poste. Le site d'exposition, malheureusement, est fermé, mais le site est encore opérationnel. Et, euh, et ça a été un vrai plaisir. Et là aussi, j'ai eu par moment le plaisir de faire certains artistes qui ont un rapport au territoire. Je pense à Julie Ouellette, qui, on parle beaucoup d'une œuvre qui, sur l'île Carillon, donc en face de Oka. L'île Carillon, c'est une île qui se situe à la sortie de la rivière des Outaouais, quand la rivière des Outaouais vient mourir, entre guillemets, dans le lac des Deux-Montagnes avant d'aller vers le fleuve, donc dans la région de Montréal, à l'ouest de l'île de Montréal. Donc, c'est une île Carillon il y a eu beaucoup de pratiques agricoles là, pendant très longtemps. Là, depuis 40 ans, il n'y a plus d'agriculture, il y a des petits chalets, on ne peut pas aller là, ça prend une traversée de 5-6 minutes en bateau hors bord. Et elle avait des familles qui avaient un chalet là, puis un jour elle débarque, puis elle tombe sur une grange, une immense grange dont le mur, une des parois est écroulée sur la nature. Et ça donne comme une espèce d'image en cinémascope, un peu comme en 35 mm, en cinémascope sur la nature. Puis elle s'intéresse beaucoup aux formes, aux branches, aux lignes, aux ombres créées par la végétation et les branches et les arbres. Et c'est devenu sa toile de création sur 4 saisons. Elle tendait une immense polythène en transparence, puis elle traçait avec un Sharpie, elle traçait les ombres, mais qui variaient au fil, selon les saisons et selon l'heure de la journée. Et ensuite, à partir de cette œuvre-là, elle en a créé plusieurs autres inspirées par cette nature-là. Donc, le film est un portrait de sa pratique, mais porte quand même pas mal sur son rapport, elle, Julie Ouellette, à ce territoire-là, c'est-à-dire l'île Carillon, la forêt de l'île Carillon. Donc, j'étais encore dans des zones dans des zones qui m'allument et qui m'intéressent, c'est-à-dire le rapport de quelqu'un à son territoire. Dans ce cas-ci, une créatrice. Absolument.